Salut à tous. Donc, on se retrouve en EQ11 en biochimie pour l'aspect PAS ou S2. Donc voilà, le S2, franchement, c'est un semestre qui est vachement cool. Vous allez voir les régulations de toutes les voies que vous avez vues au S1. Et donc voilà, donc c'est vachement intéressant. C'est des cours qui sont très courts, qui sont faciles à apprendre. Donc si vous avez des facilités en bioche, je vous conseille de la bosser. Ça rapporte des points en plus. Et c'est ça qui fera la différence le jour J à l'examen. Avec moi, là, aujourd'hui, on va voir pardon, la régulation de la prise alimentaire. Donc, en gros, comment le corps fait pour réguler la faim, la sensation de satiété, etc. Donc, notre organisme, il doit maintenir une homéostasie énergétique. Donc, c'est-à-dire qu'on doit être capable de maintenir un état d'équilibre dynamique entre les apports d'énergie et les dépenses. Tout ça, ça va maintenir la stabilité du milieu interne de notre organisme. Donc, les apports, en gros, ben, c'est l'alimentation. Les glucides, les lipides et les protéines apportées pendant les repas sont des proportions variables en fonction des individus. Et donc, les dépenses résultent principalement de l'activité physique et du métabolisme basal. Donc, l'homéostasie doit revenir à l'équilibre. C'est un état dynamique car quand on va avoir un apport énergétique, quand on va s'éloigner de repas ou quand on va avoir une forte activité physique, il va falloir le réguler pour revenir à une situation normale. Parce que comme on l'a vu au S1, le but de notre organisme, c'est de maintenir cet équilibre-là pour que tout se passe bien. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'excès ni qu'il y ait trop de manque. Donc, cette homéostasie énergétique, elle va être maintenue par un réseau complexe de signaux périphériques et centraux qui renseignent sur le statut nutritionnel d'un organisme. Et donc, pour cela, on a l'hypothalamus qui va contrôler la prise alimentaire et la dépense énergétique selon les informations reçues par les tissus périphériques afin de garder cette homéostasie énergétique constante. On va beaucoup voir en fait ce qui se passe au niveau du cerveau et des signaux neuronaux, là, en particulier à l'hypothalamus. Donc, alors, l'homéostasie énergétique, en fait, elle est contrôlée et régulée à plusieurs niveaux avec des régulations que l'on dit de type rétrocontrôle. Donc, on va avoir en fait une mise en place d'un dialogue entre la périphérie. Donc, en fait, la périphérie, ce sont les tissus, mais surtout les tissus qui ont une activité du coup métabolique ou un rôle dans la régulation du métabolisme, hein, logique. Comme le tissu adipeux, le foie, le pancréas, le système gastro-intestinal et le système nerveux central. Donc on va avoir un dialogue entre ces tissus-là et le système nerveux central. Tout cela pour enseigner en fait le cerveau sur le statut nutritionnel et donc réguler la prise alimentaire. Donc ce dialogue va donc informer l'organisme et va permettre de refléter la quantité de nutriments, entre autres. Donc l'information peut être soit positive, donc j'ai faim, soit négative, c'est bon, on manque de rien. Donc ces interactions, elles vont être de nature hormonale, métabolique ou nerveuse pour intégrer ce dialogue. Et l'intégration et le traitement des signaux afférents par le système nerveux central vont impliquer la mise en place de sécrétion du coup de neurotransmetteurs qui vont permettre de traduire l'information métabolique. Donc ces neurotransmetteurs, on en a plusieurs. On a les non peptidiques et les peptidiques. Les non peptidiques, ça va être du style la dopamine ou le GABA qui auront en fait une réponse plutôt non spécifique. Et les peptidiques, c'est eux qui vont avoir une réponse plutôt spécifique. Donc c'est ceux qui vont nous intéresser ici dans ce chapitre. Ces neurotransmetteurs, ils permettent l'adaptation de la prise alimentaire et du métabolisme grâce à la modulation du système nerveux autonome et de l'axe hypothalamo-hypophysaire endocrinien. Donc, au niveau du système nerveux central, on retrouve la zone de l'hypothalamus qui est impliquée dans la régulation de la prise alimentaire et dans la régulation de l'homéostasie énergétique. Donc, on a différents types de neurones. On va d'abord voir les neurones qu'on dit de premier ordre. Donc, en gros, on a l'hypothalamus qui est constitué de différentes zones, de différentes fonctions neuronales qui vont enseigner les concentrations circulantes en hormones. Donc, on parle
de neurones dits de premier ordre. Et dans ces neurones, on a une zone particulière qui est importante à retenir ici, c'est la zone du noyau arqué. Qu'est-ce qui fait le noyau arqué? En gros, il joue un rôle fondamental dans la signalisation. C'est-à-dire qu'il s'occupe de tout ce qui est intégration des messages circulants, donc intégration des messages de la satiété ou de la faim. Donc on a les hormones insuline, leptine, ghrelin ou peptide YY. Elles ne peuvent pas franchir la barrière hémato-encéphalique. Donc c'est pour ça qu'elles vont donner un signal au niveau du noyau arqué qui, lui, ensuite, va pouvoir transmettre la signalisation. Ce noyau arqué, il est composé de deux populations neuronales. Alors, la première, ce sont les neurones à neuropeptide Y, on les nomme NPY, et les agouti related proteins, AGRP. Voilà. Donc, eux, ce sont deux puissants stimulants de la prise alimentaire. Donc, on dit qu'ils sont orexigènes, donc c'est-à-dire qu'ils permettent de stimuler l'appétit. Et enfin, on a les neurones à pro-opio-mélanocortine, donc les POMC. Et eux, c'est l'inverse, ils sécrètent l'alpha-mélanocyte stimulating hormone, donc alpha-MSH, ou mélanocortine. Et eux, ils sont anorexigènes et du coup, eux, ils ont une régulation négative sur la prise alimentaire. Et donc, ces deux populations de neurones vont donc avoir forcément une action antagoniste et ils vont projeter des neurones dits de second ordre. Et donc, les neurones de second ordre, on les voit juste ici. Donc, eux, ils sont soit situés au niveau de l'hypothalamus, soit au niveau des zones extra-hypothalamiques, qui sont impliquées dans la régulation de l'homéostasie énergétique et ils reçoivent les informations provenant des NPY, AGRP et POMC. Voilà, tout simplement. Donc là, je vous ai mis un petit schéma de la prof qui, en fait, illustre un peu tout ce que je viens de vous dire. Donc, en gros, on retrouve au niveau du cerveau la zone donc, de l'hypothalamus, que vous pouvez voir juste ici. Et elle se compose de différentes régions, donc qui sont décrites juste ici. Donc, on a la région du noyau arqué, qui, elle, donc, correspond aux neurones de premier ordre. Ceux-ci vont intégrer les signaux périphériques par le système nerveux autonome et intégrer la réponse hormonale. Voilà. Donc, ils sont composés de deux types de neurones, donc NPY, AGRP et POMC. Donc, ça, je vous l'ai déjà dit. Tous deux ont une action donc antagoniste pour réguler l'appétit et la dépense énergétique. Donc là, c'est ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, pour cela, ils vont projeter vers les neurones de second ordre, qui sont juste ici. Donc, soit la région hypothalamique, soit extra-hypothalamique. Et ils vont donner les réponses pour réguler cette homéostasie énergétique. Donc, ces neurones hypothalamiques répondent aussi bien aux signaux énergétiques de court terme que de long terme. Ils vont intégrer à la fois les signaux circulants métaboliques, hormonaux, ainsi que les signaux nerveux issus du système nerveux autonome. Donc maintenant, on va voir plus en détail la régulation du comportement alimentaire. Donc là, je vous ai mis un schéma pareil qui est pris directement du diapo de la prof. Donc en fait, ce que ce schéma veut dire, c'est que lorsqu'on a un repas, pour venir diminuer la sensation de faim, on va tout d'abord stimuler le comportement alimentaire et ensuite on va induire en décalé des signaux de satiété. Donc des signaux permettant de dire à ton cerveau: «C'est bon, j'ai assez mangé». Donc les signaux de satiété vont diminuer entre les repas, puis réaugmenter à la suite d'un repas où on aura à nouveau augmentation du comportement alimentaire. Ces signaux de satiété augmentent au fur et à mesure que l'on va se nourrir. Et quand ils sont au maximum, la prise alimentaire, elle est inhibée. Donc, on se nourrit, on induit des signaux de satiété. Ces signaux vont donc réguler la prise alimentaire au niveau du système nerveux central. Après un apport alimentaire, on va consommer des lipides et des glucides. Donc, on retrouve du glucose et des acides gras dans la circulation sanguine qui vont induire des signaux métaboliques et induire la sécrétion d'hormones comme l'insuline au niveau du pancréas. Lorsque la concentration de glucose dans le sang augmente,
ou encore la leptine au niveau du tissu adipeux, la ghreline au niveau de l'estomac. Donc, dans les situations où on s'éloigne des repas. Donc à court terme, juste après un repas, on va avoir donc, des signaux qui vont permettre de déterminer la taille et la valeur calorique du repas. Donc ce qui fait qu'on va avoir une boucle de régulation qui va se mettre en place. Donc on rappelle qu'il y a un dialogue entre, la périphérie et le système, central. Donc avec des signaux de satiété issus du tractus pour aller réguler la prise alimentaire et voilà, je crois que j'ai à peu près. Donc juste cependant, la régulation de l'homéostasie énergétique se mesure sur le long terme et non pas uniquement sur un seul repas. Donc au cours du temps, on met en jeu, des phénomènes de stockage, de mobilisation des réserves. C'est pour ça que vous avez vu, tout ce qui était glycogénogenèse et cetera. Donc en fonction du statut énergétique, c'est l'hypothalamus qui va réguler la prise alimentaire via les informations qui arrivent par les voies sanguines et nerveuses. Ça, je l'ai dit. Donc voilà. Donc en gros, la voie sanguine, donc on a les hormones, insuline, leptine, entérohormones, qui sont sécrétées par le tractus gastro-intestinal. Et on a les facteurs de nature humorale, donc eux, ils circulent dans le sang, mais ils ne sont pas des hormones, mais plutôt des nutriments. Donc par exemple, le glucose qui induit un signal au niveau de l'hypothalamus. Ensuite, vous avez donc la voie nerveuse avec le système nerveux autonome parasympathique via le nerf vague qui va employer les informations provenant de la périphérie, donc estomac, intestin, grêle, côlon, jusqu'à l'hypothalamus. Donc, les signaux de régulation de la satiété. Donc, on va voir d'abord les signaux de régulation à court terme. Donc, eux, ils sont générés de manière indépendante par rapport à la masse adipeuse et ils sont en relation directe avec la prise alimentaire. Donc, on aura donc des informations sensorielles, neuronales, humorales. Et ces informations seront capables de réguler cette prise alimentaire. Donc, la durée d'action de ces signaux correspond à l'intervalle interprandial, puisqu'ils sont émis de suite à la suite d'un repas. Les informations remontent via le nerf vague et vont permettre de réguler donc le volume et la durée de la prise alimentaire qui les génère, la durée de la période de la satiété qui fait suite à cette prise alimentaire et le rassasiement lors de la prise alimentaire suivante. Voilà. Ensuite, on va parler de la réponse à court terme, donc on appelle ça la cascade de satiété. Donc en gros, ces signaux de satiété, induisent une cascade de la satiété, forcément. Donc suite à un repas, par rapport à une réponse à des facteurs sensoriels, on aura des facteurs digestifs et à plus long terme, des facteurs métaboliques. Donc la fin avec le signal d'un déficit énergétique qui sera perçu par l'hypothalamus. Donc, on retrouve donc, les facteurs sensoriels, aspect, goût, odeur et texture des aliments, les facteurs digestifs, donc après la prise alimentaire, donc avec les mécanorécepteurs au niveau de la paroi gastrique, et cetera, et cetera. Les facteurs métaboliques qui, eux, permettent au cerveau de contrôler cette prise alimentaire. Donc là, sur ce schéma, c'est juste pour vous faire une aparté sur, donc les facteurs digestifs. Il y a 2 facteurs importants que vous devez retenir, ils sont juste ici, c'est le PYY et le GLP1. Donc ils vont être tous 2 sécrétés par les cellules intestinales suite à la prise alimentaire. Ils vont donc tous 2 avoir une action au niveau de l'hypothalamus pour induire un signal de la satiété. Donc le GLP1 va avoir, un autre effet en plus, c'est, l'effet incrétine. Cet effet, en gros, c'est il va avoir une action au niveau du pancréas sur les cellules bêta pour aller stimuler la sécrétion d'insuline. Donc, quand il y a du sucre, il va dire au pancréas, «Vas-y, c'est le moment de sécréter de l'insuline parce que là, il y a un apport de glucose important». Donc, voilà. Ensuite, donc on va passer aux signaux, du coup, de régulation à long terme. Donc ces signaux sont complètement en relation avec, l'adiposité et donc la quantité de masse adipeuse.
ils sont de nature hormonale et leur action est retardée par rapport à la prise alimentaire. Donc ces signaux, ils modulent l'impact des signaux à court terme sur les régions cérébrales qui contrôlent la prise alimentaire, mais aussi ils exercent donc des effets directs sur les voies hypothalamiques responsables de l'équilibre énergétique. Donc on distingue 2 types de réponses, hormonales. Donc tout d'abord, les facteurs diminuant la prise alimentaire, donc l'insuline qui est sécrétée par les cellules bêta du pancréas après un repas, la leptine qui est sécrétée par le tissu adipeux, donc plus la masse adipeuse sera importante, plus on sécrète, de la leptine. Enfin, ces hormones, en plus de réguler la prise alimentaire, vont aussi réguler la dépense énergétique et donc, vont avoir une action, anorexigène. Donc enfin, on a aussi les facteurs augmentant la prise, alimentaire et donc là, par contre, on a la gréline qui est synthétisée par les cellules de l'estomac et ça sera la seule hormone, orexigène, elle est sécrétée donc par rapport à un signal d'estomac vide et donc elle va stimuler la faim et la prise alimentaire. Voilà, donc c'est fini, donc c'était assez court, hein, comme je vous l'avais dit. Donc les fiches tutes-rentrées, et un DM seront sur le forum, d'ici sous peu. Vous aurez aussi le diapo, c'est pour ceux que ça intéresse d'avoir le diapo, à côté. Le diapo, en gros, c'est un gros récap, des éléments importants. Donc si vous voulez vraiment avoir une idée des grandes lignes du cours, c'est bien de revoir juste le diapo. Là, je vous ai, à l'oral, je vous ai sorti tout le cours, mais bon, voilà, ce qui avait marqué sur le diapo, c'était les éléments les plus importants. Donc voilà, vous avez déjà fait une grande partie, du parcours, Bioche, avec le S1. Là, clairement, c'est de la rigolade, le S2, donc bon, pour ceux qui aiment la Bioche, profitez-en, amusez-vous, entre guillemets, ce semestre-là. Je vous souhaite plein de courage, pour, la suite et puis, de toute façon, la Bioche, on est là, même si c'est pour pas parler de Bioche, si c'est juste pour le moral, on sera là et voilà, je vous souhaite plein de courage pour ce semestre, vous allez tout défoncer et puis, on se retrouve à la fin de l'année pour fêter votre victoire. Allez, salut les gars!